faire un peu le bilan, j'imagine, non? C'est ça un peu l'idée? Alors, oui, moi, c'est vraiment difficile pour moi. Je suis un peu comme ça, d'être content parce que je pense que le résultat, bien sûr, Moutet et Gracheva et Paquet, ils ont fait un peu résultat positif, je trouve, parce que n'était pas, comment dire, on n'a pas anticipé le résultat comme ça, surtout de Paquet, qu'il a utilisé très bien la wildcard. Après, les autres, ben, on a un peu déjà parlé avec quelqu'un de vous. On a une génération qui arrive, surtout si je peux commencer avec les garçons, qui n'ont pas gagné de match ici, ça c'est vrai. Il faut chercher de continuer à progresser, parce que je pense que cette année, si on parle des niveaux de tennis, je pense que c'est mieux. Mais même les victoires, il n'arrive pas. Donc, on est ici pour gagner, et pas jouer tennis et participer, mais essayer de gagner. Bien sûr, Arthur Cazot et Luca Vanaché, ils ont été blessés. Donc, déjà qu'ils ont été ici, il était quelque chose de positif, pas facile. Mais voilà, un peu les autres aussi. Moi, je pense que je voudrais voir, bien sûr, les joueurs gagner les matchs. Les doubles, la situation est un peu dramatique parce que personne n'a gagné pratiquement le match. Je parle de personnes, je parle des joueurs ils ont la possibilité de jouer aux Jeux Olympiques. Bien sûr, Guinard et Jacques, ils ont utilisé la place alternée très, très bien. Mais chez filles, voilà, Caro, on connaît la difficulté avec cette surface. Il n'a pas trouvé la manière de trouver le rythme, d'avancer. Elle a joué pas en tennis, je pense, super positif, mais elle a gagné le premier tour avec l'attitude combattante. Mais deuxième tour, il n'a pas trouvé la manière de gagner, même si Kenin il est quelqu'un qui joue très bien, mais il y a des choses qui on peut bien sûr améliorer et faire mieux. Diane, là, elle a gagné un derby contre Fiona, et avec Svitolina, bien sûr, c'est pas facile, mais Roland Garros et les grands chelems sont pas faciles. Il a joué, je pense, très bien à la fin de match, mais elle aussi, il était un peu blessé, il n'a pas trouvé peut-être le temps pour préparer ce tournoi à la manière idéale. Mais on est là. Jusqu'avant le tournoi, je parlais de ma sensation que la possibilité de faire quelque chose de spécial, et surtout sur les Jeux Olympiques et pas Roland Garros. Malheureusement, j'avais raison. Ici, on n'a pas eu des résultats qui sont hyper positifs. Mais je sais que je critique beaucoup, mais j'ai vu aussi des choses positives. Je pense que cette génération, ça, qu'elle arrive, et je parle des garçons, c'est vraiment intéressant. Avec Giovanni aussi, qui a fait l'exploit à Lyon. Il faut avoir un peu de patience. Chez filles, je pense avec Clara et Diane, surtout, on a l'avenir positif. Et après, si elles vont être top 30, 20, 10, ça, on ne peut pas savoir. Mais le talent et le potentiel, il est là. Après, si vous voulez, je peux parler aussi d'un peu de génération que j'ai vue, des juniors. Les garçons, c'est très intéressant. 2006-2007, on a seulement Pierre-Antoine Faux qui a joué. Ça, c'est une génération qui est un peu en difficulté. Mais 2008, Timeo Trufelli, il a gagné son match. C'est pas avec 16 ans, avec la wildcard, il a gagné contre quelqu'un qui est classé beaucoup mieux que lui. Il était positif. Et 2009, je trouve que la génération très intéressante avec Moïse Kouamé, Daniel Jade et les autres qui vont arriver. Donc, aussi, mais je sais que vous êtes habitués de sentir, de parler des potentiels, de l'avenir et tout ça. Le présent, il n'est pas là. Ça, c'est la vérité.
Mais on va essayer de changer ça. Ça, c'est pratiquement la seule chose que je peux dire. J'ai investi beaucoup de temps, de l'énergie pour essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je voudrais voir. Et on va continuer avec ça. Chez filles junior, malheureusement, si toutes les joueuses qu'elles ont joué ici, ils ont joué avec le wildcard, c'est normal que les résultats ne sont pas là. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas le niveau. Pour jouer ce niveau de tournoi, aujourd'hui, seul un peu Sarah Iliev qui était prête pour jouer à ce niveau-là et malheureusement il est blessé. Bonjour Ivan. On a vu que le tennis italien a fait pas mal de misère un peu au tennis français sur ce Roland-Garros. Qu'est-ce qu'a fait de mieux le tennis italien sur les dernières années que n'a pas réussi à faire le tennis français par exemple? Qu'est-ce qu'ils font de mieux dans qu'est-ce qui a été mieux fait dans leur système pour qu'aujourd'hui ils aient 10 joueurs dans le top 100 et qu'ils aient une densité un peu plus épaisse que celle de la France? Ouais. Alors, je ne crois pas vraiment, si on parle d'être très haut niveau, je ne crois pas, et je pense que j'ai dit déjà ça, je ne crois pas beaucoup dans les systèmes. Je pense que les systèmes forment les joueurs, forment la mentalité, l'attitude, mais ne forment pas les joueurs de très très haut niveau. Donc en Italie, on connaît un peu la structure. Sont tous les projets individuels. Même Sinner, il n'a jamais fait une journée dans la fédération. Il a fait rassemblement, il a fait des stages, mais il n'était pas part de la fédération. Et tous les autres, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que la fédération fait là et pratiquement qu'ils sont là pour les joueurs s'ils ont besoin de quelque chose. Donc, avec la structure, s'ils ont besoin, avec les services, si les joueurs ils ont besoin. C'est la génération est un peu comme ça. Je pense que surtout c'est Yannick Sinner qui je sais pas comment dire en français ça, it's pulling the others, non? C'est lui qui il est un peu point de référence et c'est surtout ça qui en manque en France. Si on regarde les numéros des joueurs de top 100, top 200, on est mieux qu'en Italie, mais quand tu as Sinner, quand tu as quelqu'un comme Arnaldi, comme Musetti qui sont vraiment forts, mais même projet individuel, c'est beaucoup plus simple de parler des projets et des systèmes, mais la vérité est qu'en Italie, ils ont aussi un truc que c'est en France c'est impossible, qu'ils ont un président qui est là à 22 ans, donc ils ont la continuité des projets. Et ça, c'est quelque chose que c'est pas possible, c'est pas seulement en France, hein, mais de tous les autres pays. Et ils ont trouvé la manière d'avoir la continuité comme ça. Et même, c'est peut-être ils ont fait des erreurs, ça c'est sûr. Mais ils ont investi beaucoup d'avoir aussi les masters, les finals en Italie. Ils ont investi d'avoir tous les group stage des Coupes Davis chez eux. Donc, c'est des choses qui sont vraiment un investissement important, pas seulement d'argent, mais aussi des états d'esprit et d'attitude vers le tennis et fonction. Mais on peut aussi rappeler un peu la situation en Italie derniers 20 ans, quand la situation était fantastique chez filles, chez tennis féminin. Mais les garçons, ils n'ont pas été ça là. Et donc, ça change. Tu as besoin je pense qu'on a besoin d'une génération qui va un peu vraiment pousser les autres. Et j'espère vraiment et je crois que la génération qu'on a aujourd'hui, de 2002, 2003, 2004, ils vont changer un peu ça. Yvan, tu disais qu'il y a des choses que j'aimerais voir, que j'aimerais apporter. Toi, tu aimerais apporter quoi au niveau de la mentalité, dans la génération du moment, hein? Qu'est-ce que tu aimerais voir de plus? Oui, mais c'est ma mentalité. Je parle aussi de ma expérience et savoir-faire à niveau de tennis, à niveau de programmation, à niveau de mentalité, à niveau de tout ce que je peux porter. Donc, on fonctionne aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Je suis ouvert à parler et discuter avec tous les coachs, mais pas seulement les coachs de CNO,
mais tous les autres, parce que je pense que la responsabilité de la fédération est aussi pour tous les joueurs en France, qui représentent la France. Mais je sais que c'est peut-être pas comment dire, positif à dire, mais on a besoin de temps. Et ça, c'est quand j'ai travaillé avec les jeunes joueurs croates et les autres en période normale de 5 à 8 ans pour vraiment changer des choses. Si on pense aujourd'hui à les joueurs qui ont de 12 à 15 ou 16 ans, c'est là où tu peux vraiment changer des choses, vraiment. Pour voir les résultats, on ne peut pas savoir l'année prochaine ou l'année après. C'est vraiment une période un peu longue. Donc, le résultat qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce qui s'était fait l'année dernière ou il y a 12 ans, mais c'est les périodes avant. Et c'est ça, pour ça que j'ai parlé de continuité aussi, d'avoir les responsabilités. Et 2029, si je suis encore là, et si on a vraiment des difficultés et résultats qui ne sont pas bons, c'est absolument la responsabilité de dire, OK, j'ai fait des erreurs qui sont catastrophiques et je vais à la maison. Mais on n'arrive pas à avoir ça. Ça c'est la vérité en France, qu'on change tout le temps et toutes les responsabilités, après d'échanger chaque 12 ans, c'est vraiment difficile à avoir des résultats à long terme et savoir exactement c'est quoi ce que ça marche et quand il ne marche pas, d'échanger. Mais la politique, c'est pas la politique, mais la vie est comme ça. Même aussi dans les projets individuels, quand tu prends un coach, si les résultats ne sont pas là après 6 mois, tout change. Même si le coach peut-être il est idéal ou parfait, mais il n'y a pas de temps de faire savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais ça, c'est un peu le sport moderne, mais aussi le fonctionnement moderne du monde. En foot, et le basket et tous les autres sports, c'est exactement la même chose. Bonjour Ivan. Une petite question un peu plus culturelle. On a parlé à Lucas Pouille qui nous disait qu'il trouvait qu'en France, on montait un peu trop vite, trop haut les jeunes joueurs qui pouvaient avoir parfois des percées au classement. Est-ce que vous pensez que la longue attente qu'on a en Grand Chelem en France rend plus difficile pour les joueurs français de briller dans ces tournois-là? Je pense pour tous les joueurs et joueuses en France, jouer Roland Garros, c'est quelque chose de vraiment spécial. Comme pour en Angleterre avec Wimbledon, US Open et tout ça. Donc, c'est vrai que la pression que les joueurs sont ici est beaucoup supérieure que toutes les autres semaines. Donc, c'est pas facile, absolument, c'est pas facile pour les Français et Françaises de jouer ici. Donc ça s'appelle la pression, mais la pression, il fait part des hauts niveaux, il fait part des sports. Il faut trouver la manière pour être compétitif ici aussi. C'est pas simple, mais c'est normal. Pour moi aussi, au début de ma carrière, jouer en Croatie, il était compliqué. Aussi, jouer la Coupe Davis, il était compliqué. Mais après un peu de temps, tu trouves la manière d'utiliser le public, d'utiliser la pression d'une manière positive. Donc c'est normal pour un jeune joueur d'avoir la difficulté, mais je pense qu'avec l'expérience, ça se change un peu. Donc je pense que Richard Gasquet, par exemple, ou Gaël Monfils, un jeu comme ça, elle aime jouer en France maintenant, mais au début, il n'était pas comme ça. Ivan, tu disais que la fédération italienne a peut-être fait des bêtises. Bon, alors on ne les voit pas trop, mais est-ce qu'en France, on n'a pas commis des bêtises aussi avec le rapport à la terre battue? On a construit un CNE, on a oublié de mettre une terre battue couverte. On a l'impression qu'on ne fait rien pour que les joueurs français aiment la terre battue, grandissent sur terre battue, et le résultat, c'est qu'il est désastreux là, depuis quelques années. Oui, mais il y a un peu la logique ça, mais je pense on va absolument essayer à début de septembre cette année d'entraîner un peu plus sur terre. On a la possibilité à Jean-Bouin, on a la possibilité d'utiliser la terre battue un peu plus, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est pas seule raison, parce que aussi si on regarde les joueurs américains qui, de temps en temps, Zhang Zhizhen, chinoise, il n'a jamais vu la terre battue jusqu'à 15 ans, sa surface préférée, et c'est terre battue aujourd'hui. Donc c'est pas seulement ça.
Mais je suis d'accord, je pense à niveau des formations, il faut passer un peu plus de temps sur terre. J'ai demandé aussi à Juan Carlos Ferrero. Il m'a dit qu'il n'a jamais joué sur terre battue jusqu'à 15 ans. J'étais choqué. Parce qu'il est quelqu'un il était un spécialiste de terre battue. Et aussi, en Espagne, je pensais, tout le monde joue sur terre. Donc, oui et non, c'est toujours comme ça, non? Mais je pense qu'il faut absolument passer un plus de temps sur terre. Ça, c'est sûr. Je voudrais, c'est ma responsable aujourd'hui. Donc, je vais organiser ça. On va faire ça. Et on va faire des stages en sud quand on peut. On va utiliser Jean-Bois un peu plus. Mais aussi, il faut suivre un peu aussi les besoins. Parce qu'Orange Bowl, on connaît, c'est sur dur. Donc, on ne peut pas s'entraîner sur terre le jour avant de partir pour les États-Unis. Mais tous les joueurs qui jouent en Australie, il faut s'entraîner en dur. Mais on va faire quelque chose sur ce sujet-là. Parce que je pense, même si on peut tout le temps parler des exemples qui ne sont pas exactement ça, mais on va changer un peu de temps passé sur Terre. Est-ce que selon toi, à partir de quel âge et quel classement est-ce qu'on doit plus laisser les joueurs se gérer eux-mêmes? Est-ce que par exemple, après 18 ans, un top 100, un top 200, est-ce que la fédération doit continuer à les aider ou est-ce qu'en France finalement on ne les aide pas un peu trop et qu'ils ne sont pas assez responsabilisés? Non, alors, je parlais déjà de ça. Je pense que la responsabilité de la fédération est formée, regroupée à 15 ans. Si on parle des garçons, parce que les filles, c'est un peu différent. Quand tu es top 100, je pense qu'il faut que tu t'organises un peu toute seule. Aujourd'hui, l'année dernière, c'était Arthur Fils. Cette année, on a Arthur Cazot et Giovanni Impecci qui ont fait une progression importante. On a déjà commencé un peu à discuter. On va voir s'ils vont garder les coachs. On va trouver une solution parce que même c'est pas l'objectif de la fédération de couper une relation qui fonctionne, non? Mais aussi, on ne peut pas aussi continuer à entraîner. Et quand je parle d'entraîner, je parle surtout de l'aide économique, de payer les coachs, les frais, tout ça, pour un joueur qui est top 100. Ça, c'est pas cohérent, je pense. Donc, on a déjà un peu avancé sur ce sujet. Mais je pense que c'est un peu ça. C'est top 100. Quand tu es top 100, il faut que tu t'organises et tu dois faire un peu toute seule. Après, on est là, donc avec Paul-Henri Mathieu, avec Laurent Raymond, moi aussi, moi-même, je suis dans les tournois, on va aider, on a la structure, on a les services, même avec les statistiques médicales, mentales, tout ça, ce service-là, on va offrir. Mais si on parle spécifiquement de le projet individuel, je parle des préparateurs physiques et les coachs de tennis. Et ça, c'est un peu ça, je pense que ça ne peut pas être... C'est pas naturel pour la dynamique de la relation entre le joueur et le coach, que c'est pas le coach que le joueur il a choisi. Quand tu es top 100, il faut que c'est le choix du joueur de choisir avec qui tu peux t'entraîner. Tu veux t'entraîner parce que la fédération, c'est pas les joueurs qui décident avec qui ils vont jouer ou s'entraîner. Donc c'est ça un peu le moment que je pense qu'il faut. Après, on a tout le temps, on a des cas qui sont un peu différents et spécifiques, mais je voudrais voir un peu plus que les joueurs ils vont prendre la décision et la responsabilité d'avancer et pas seulement attendre la fédération, que la fédération il va faire des choses. Parce que la fédération, il est là pour aider. Il n'est pas là pour former. Ouais, former, oui, mais pas pour entraîner et prendre toute la responsabilité pour les joueurs qui sont en top 100. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe, si on prend le cas Arthur Fils, effectivement la Fédé ne doit pas s'en occuper, mais c'est au joueur de choisir son coach, mais
il faut pas séparer un joueur qui s'entend bien avec un coach. Les résultats étaient finalement très bons avec Arthur Fils, et puis il a choisi une autre structure. Il n'y a pas un petit paradoxe ici? Oui, oui, c'est sûr. C'est vrai qu'Arthur, Laurent Raymond, il a fait un boulot intéressant et lui, il avait la possibilité de continuer avec Arthur, mais il était son choix de se structurer complètement différent. Et après, c'est ça aussi, prendre les responsabilités et aussi faire des erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour les joueurs de comprendre que c'est impossible de faire tous les choix parfaits. Ça n'existe pas. Donc aussi, Arthur, il a arrêté avec Sergi Bruguera. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas s'il a fonctionné ou pas, ou c'est quoi qui ne s'est pas fonctionné. Mais il faut avancer, il faut prendre les décisions et il faut faire les décisions difficiles et faire des erreurs. Et ça, il fait part de la construction et de la formation d'un joueur et d'une personne de faire les choix difficiles. Je parlais hier de les décisions difficiles que tout le monde, les top joueurs, ils ont habitués et forcés de prendre. Même Yannick Sinner, il n'a pas joué Italian Open, et ça, ce n'était pas facile. L'année dernière, il n'a pas joué les Jeux Olympiques à Tokyo, et ça, c'était un scandale. Il n'a pas joué la Coupe Davis en septembre l'année dernière, et la Gazzetta dello Sport, il a cassé complètement. Mais ça sont les choix qu'il il a fait. Mais après, il a gagné la Coupe Davis, il a gagné l'Australian Open, il est numéro 1 mondial maintenant. Donc, il faut parfois prendre les décisions difficiles et faire des erreurs et avancer et apprendre. Et sur le cas d'Arthur Fils, lui, il est ici à Paris. Je parle avec lui beaucoup. Le choix qu'il a fait avec Grosjean et Bruguera, pour moi, sur la carte, c'est incroyable. C'est hyper positif, c'est hyper ambitieux. Après, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si une relation entre le coach et le joueur fonctionne, ou il va fonctionner ou pas. Donc, il faut analyser chaque fois. Et ma responsabilité, rôle aussi, le directeur de haut niveau aussi, de regarder un peu d'à côté et pas être dedans pour avoir un peu l'objectivité et pouvoir dire qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je... Voilà, c'est ma opinion. Mais ça, Arthur Fils, c'est déjà des débuts de l'année, c'est un projet d'Arthur. Et voilà, après, on est là pour, comme je dis, assister, aider, tout ça, mais s'il va avancer ou pas, ça c'est sa responsabilité. Ivan, tu as parlé tout à l'heure du bilan du tournoi de double qui a été très compliqué. C'est un tournoi dont on attendait beaucoup pour avoir les dernières informations, pour la sélection olympique notamment. Donc, est-ce que si Guinard et Jacques gagnent Roland-Garros, ils ont une chance d'aller aux Jeux Olympiques? Ah oui. Hein. Ou est-ce que ton choix est déjà arrêté pour le double messieurs? Non, on n'a pas pris le choix, absolument non. Pour ça qu'on a essayé vraiment à expliquer à tous les joueurs et joueuses pour le double mixte de vraiment jouer un double mixte sérieux. Mais on n'a pas arrivé à ça. Si quelqu'un, vous pouvez imaginer, si quelqu'un il gagne Roland Garros en double mixte, nous, dans la sélection, on ne peut pas dire wow, bravo, mais non, mais on ne peut pas faire ça. Mais voilà, et personne n'a fait ça. Après, double homme, si quelqu'un gagne Roland Garros, bien sûr, c'est ça, surtout parce que les autres, ils n'ont pas fait de grandes choses. Donc, absolument, on ne va pas avancer jusqu'à la fin de le tournoi pour voir qu'est-ce qui se va passer. Je pensais aussi, Pouille et Barrère, ils ont commencé à jouer le tournoi très bien, mais ils ont perdu malheureusement. Mais double, j'ai gagné la médaille en double. J'ai jamais joué en double sérieux dans les tournois. Je peux vous dire, sérieux, hein, je parle des 100% que tu es vraiment dedans. J'ai utilisé le double pour gagner, absolument. Mais surtout pour passer un peu de temps dans la compétition, d'entraîner les volets, le service, le retour et tout ça. Mais la Coupe Davis et les Jeux Olympiques, pour moi, c'était à full. Et Grand Chelem, j'ai joué parfois, quand j'ai perdu le simple, j'ai joué Grand Chelem pour gagner. J'ai fait un peu, je pense, quart de finale, un peu comme ça.
Mais si quelqu'un il gagne un Grand Chelem, il faut absolument prendre en compte. Je ne peux pas dire, oui, ils vont jouer, il faut réfléchir avec toute l'équipe et tout ça, mais absolument, on va regarder ça. Et toujours pour le double, est-ce qu'il y a la... Pardon, juste pour... alors, si on prend la wildcard, on n'a qu'une équipe. Et ça, c'est un peu la complication. Donc, il faut... Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas fermer la porte à ça. Parce que s'il y en a quelqu'un qui a gagné Grand Chelem, Roland Garros surtout, et les Jeux Olympiques, ils vont être juste la même place. Donc, pour moi, prendre le risque et la responsabilité de dire, ouais, cette équipe-là, elle a gagné Roland Garros, donc ça, c'est la meilleure possibilité pour nous de gagner la médaille. On y va. C'est let's go. C'est ça un peu la décision qui va être, j'espère, difficile à prendre. Mais il faut prendre la décision difficile. On a parlé de tout ça. Je continue sur le même sujet parce que c'est très intéressant. Tu nous confirmes donc que si vous prenez une wildcard en double, vous n'aurez pas de deuxième équipe de double. Exactement. De toute façon, comme ils sont nuls en double, les joueurs de simple, c'est pas un problème finalement. C'est ça. Et surtout, pour le double mixte, on ne peut pas créer l'équipe de mixte avec les joueurs qui ne sont pas là. Donc, seulement les joueurs et joueuses qui sont sur place, ils peuvent jouer le mixte. Donc, si Guinard et Jacques sont l'équipe de double, on ne peut pas prendre Edouard pour jouer le mixte. C'est ça le cas.